tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Le Bénin en crise, ce n'est que féminisme. Le même jour, un dialogue organisé par le pouvoir d'un côté et de l'autre, des journées de réflexion sous la coupole d'acteurs de l'opposition dite force de la résistance, avec pour finalité de part et d'autre le dégel d'une tension politique dont l'issue semble de plus en plus énigmatique. Pour nombre d'observateurs, le spectacle offert au monde entier les 10, 11 et 12 octobre est suffisamment illustratif de ce que tout ne tourne pas forcément rond dans le Bénin d'aujourd'hui. Loin du constat, quelle aurait été la plus-value de telles initiatives au débat démocratique sur le continent, mais aussi au niveau du laboratoire de la démocratie en Afrique de l'Ouest, le Bénin donc. Des éléments d'éclairage avec nos invités du jour, déjà sur ce plateau, pour nous accompagner. Et ce sera autour du thème dialogue politique et assise des forces de la résistance, ou, si vous préférez, de l'opposition, du temps perdu, ou un pas de plus pour une réelle sortie de crise. L'instant analyse, c'est donc tout de suite. Et maintenant, d'abord, à ma droite, Alain Adéouf, acteur politique. Il est l'un de ceux ayant pu prendre part au dialogue politique et qui a donc pu vivre de bout en bout les événements. Il nous aidera à apprécier la portée, le sens des mots. Il est le conseiller spécial du président du parti FCDB, Force Cori, pour le développement du Bénin. Alain Adéouf, bonjour. Bonjour, M. Yatonji. Et merci de répondre à votre invitation. Et merci de m'avoir invité. Sachez-le, c'est un plaisir. En face de lui, un apolitique, l'homme de la masse, comme se réclame, très proche de la population. Donc, l'autre oreille qui pourra nous apporter un plus à ce débat, Raoufi Badirou, c'est son nom. Il est expert en gouvernance et un ancien fonctionnaire du PNUD. Raoufi Badirou, bonjour. Bonjour, monsieur Etondi. Et merci. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et vous saluez à leur façon. Merci de répondre aussi à notre invitation. Le Bénin, pionnier des conférences nationales en Afrique, en quête, dit-on, de l'un de ses atouts majeurs, le vivre ensemble et la cohésion nationale légendaire, facteur de stabilité depuis peu. Pour colmater les brèches occasionnées, dit-on, par une grave crise politique sans précédent, Patrice Talon, le président André VI, aura initié le dialogue de la salle bleue du Palais des Congrès, le dialogue politique, le thème est ça. Un dialogue qui s'est achevé dans une ambiance bon enfant telle démarrée. Parallèlement, à quelques mètres de là, se tenaient les assises de la résistance, des journées de réflexion qui ont lieu 3 jours durant, conduites par l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Je vais retourner d'abord vers Raoufi Badirou. Comment avez-vous de loin suivi tout ceci? Bien. Nous sommes très inventifs chez nous, au Bénin. On a fait la conférence nationale applaudie de par le monde. Et on fait des choses peut-être moins appréciées de par le monde. Je vais faire une petite parenthèse avant de répondre à votre question. Voyez, pourquoi les pays africains se développent au rythme d'escargot? C'est à cause des cadres sur qui les États ont dépensé d'énormes fortunes pour les former, mais qui ne jouent pas le jeu qu'il faut pour le développement de chaque pays. Ils sont prêts à tourner leur veste, ils sont prêts à ravaler leurs vomissures pourvu qu'on les invite autour de la marmite. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Je croyais que le Bénin était un peu mieux que les autres pays, et j'ai vu que c'est pareil au même. Ce que nous avons appelé politique, dialogue, qu'est-ce qu'on appelle dialogue? En sens étymologique du terme. Il faut que 2 protagonistes s'entendent pour parler et s'entendre. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Quand vous commencez à parler, qu'est-ce qu'on appelle dialogue? J'imagine que vous le mettrez l'accent sur un aspect. Je veux votre regard, comme dit, holistique. Dialogue politique, vous savez, assise de réflexion, ou journée de réflexion. Oui, alors, la symbiose, votre regard. Et ensuite, c'est de la comédie comédienne. La comédie comédienne. Oui. Ce que le Bénin a offert. Oui, c'était vraiment triste.
On y revient avec votre c'est émission. triste, le regard extérieur voit que c'est triste pour le Bénin qui a donné l'exemple de la conférence Vous ne nationale. pensez pas que ça pourrait être une innovation? Non, du tout. En tout cas, c'est votre regard. Oui, Alain Adiou, vous avez pu suivre ce qui s'est passé au niveau de la salle bleue du Palais des Congrès. Parallèlement, vous avez eu écho de ce qui se passe à quelques mètres de là pour le citoyen et ensuite acteur politique. Comment avez-vous vécu cela et ressenti cela dans votre peau? J'ai vécu ce moment-là de façon toute particulière. Et avant d'aller un peu plus loin, permettez-moi de saisir cette opportunité pour rappeler que nous sommes le 14 octobre 2019 et que cela fait exactement 4 ans que le général Mathieu Kérékou nous a quittés. Et je voudrais que vous me permettiez d'offrir cette émission pour rendre hommage au grand homme d'État qu'il reste. Depuis qu'il est parti, les citoyens ne l'ont pas oublié. Merci à vous. Je vous laisse le plateau pour ça. Vous donnez, j'imagine, la chair de poule à bon nombre de Béninois qui vous suivent actuellement. C'est vrai, l'importance de FS se fait sentir dès que vient le moment de s'asseoir. Les Béninois vous rendront eux-mêmes les témoignages qui s'imposent. Regardez-vous, je vous laisse la parole. J'étais à ces assises du dialogue politique. N'oublions pas que j'étais à la conférence nationale il y a bientôt 30 ans. J'étais le jeune de l'Église catholique. Et comme je l'ai dit récemment, les 3 autres ne sont plus acteurs actifs. Je me permets de le dire comme ça. Madame Lydie Poyon, que vous m'excusez de donner les noms, et Monsieur Émile Paraïso ont pris comme leur retraite politique. Monseigneur Isidore de Souza nous a quittés. Donc de la délégation de l'Église catholique, je reste le seul représentant. Et lorsque j'ai été désigné pour participer à ces assises, je me suis dit, c'est important de le faire pour l'histoire. Nous sommes en 2019, un an avant 2020. Et j'ai observé que notre pays semble faire des sursauts majeurs tous les 30 ans. 1960, 1990, indépendance nominale, conférence nationale. 1990, 2020. Donc quelque chose d'important pour moi se prépare en 2020. C'est donc fort de tout cela que j'ai participé du mieux que je pouvais à ces assises du dialogue politique. Et je ne me suis pas senti déçu. Nous y reviendrons. On y revient. On commence. Rafio Badirou, vous avez suivi de fond en comble aussi bien les travaux du premier pour les retours qui vous sont parvenus. Premier jour, je veux dire 10, ensuite le 11 et après la conclusion. Le rapport s'est rendu public. Vous avez suivi le rapporteur, le modérateur et ensuite les mots de clôture du chef de l'État. Nous sommes en période de rupture et nous sommes en période de ruse et de rage. Toutes les rencontres qui ont précédé celle du 10 ont été que des échecs. Nous nous demandons s'il y a de la bonne foi. Mais lorsqu'on parle de dialogue politique, si les cadres béninois sont conséquents envers eux-mêmes, dès qu'ils sentiront que c'est pas du dialogue, c'est une concertation pure et simple des gens qui vont dans la même direction. Et qu'il n'y a pas ceux qui font la résistance. Ils doivent s'en aller. Ils doivent savoir que c'est pas du dialogue. Vous voulez parler de ce qui s'est passé au niveau de la salle bleue ? Je viens, oui, à la salle bleue, puisque de l'autre côté, il y a le mouvement de la résistance. C'est ceux qui réclament à corps et à cri que la scène politique soit assainie. On n'est pas encore arrivé là. Ils font d'un côté leur concertation pour établir un mémorandum d'entente qui va leur permettre peut-être de rencontrer les autres aussi qui, de leur côté, font leur mémorandum d'entente qui va permettre de rencontrer ceux-ci. Donc le dialogue se fera une fois que les deux établiront leur mémorandum d'entente et qu'ils vont se rencontrer. Ils vont tout mettre ensemble pour qu'il y ait un vrai
dialogue politique. Vous interprétez ce que vous avez observé? Oui, mais c'est ce qui sort des deux assises. Chacun d'entre eux a fait ce que moi j'appelle un mémorandum d'entente. Quand est-ce qu'ils vont se rencontrer pour mettre en pratique et dans un bref délai les conclusions de ce qui va sortir peut-être de ce dialogue qu'ils vont peut-être faire dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Parce que pour le moment, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a que mémorandum d'entente de chaque côté. Alain Ardioux, pour le moment, il n'y a pas eu de dialogue au Bénin. Votre regard? Vous comprenez que ce n'est pas ma compréhension des choses. Je pars de la même définition sémantique du mot dialogue pour dire que, pour moi, dans la salle bleue, il y avait eu dialogue. Le dialogue devait se passer entre qui et qui? Entre l'opposition et la mouvance, sous le regard de personnages ou de personnalités neutres. Et nous nous sommes retrouvés dans la salle bleue entre 5 partis de la mouvance et 3 partis de l'opposition. Donc, il y a eu échange entre ces 2 grandes parties de formation politique, ces 2 grandes composantes de la classe politique béninoise. Mais là où je rejoins un peu mon ami, c'est que cette assise-là, l'objectif, ce n'est pas comme une conférence nationale bis. Nous n'étions pas dans les mêmes conditions qu'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, c'est tout l'appareil d'État qui était bloqué. Ce n'est pas exactement la même chose aujourd'hui. Au début, je défendais l'idée de quelque chose qui s'apparenterait un peu à cette rencontre de 1990. Parce que, quoi? La crise était née d'abord dans le milieu politique. Elle est sortie du milieu politique pour devenir une crise sociale. Et puis après, la crise sociale s'est amplifiée et a pris des allures de crise ethnique. Heureusement que ça s'est vite arrêté. Donc, ceux qui sont responsables de la situation de crise que le Bénin connaît depuis le mois d'avril au moins, ce sont les acteurs politiques. À mon avis, il était bien indiqué qu'ils se retrouvent entre eux pour commencer à se parler. C'est ce qui s'est passé les 10, 11 et 12 derniers. Alors, lorsqu'on a fini de vous présenter ce tableau, j'imagine que votre regard a changé désormais. Non. 5 formations politiques de la mouvance, 3 de l'opposition. Il n'y a pas eu formation. Quels sont les partis d'opposition qui sont là? On va parler du FCBE, il y a des dissidents. Et vous devez remarquer que l'opposition, elle est émiettée, elle s'effrite. Pourquoi? Parce que le gouvernement pioche dans l'opposition facilement, en sachant que nos cadres sont facilement corruptibles. Même quand un cadre fait... Un instant. Vous parlez de cadre corruptible. Oui, nous sommes... Vous savez que c'est combattu. Je suis un cadre de la nation. Nous sommes tous des cadres corruptibles, facilement corruptibles. Et quand on les voit agir, on se demande où allons-nous? À l'aide du nouveau débat. Et où en sommes-nous, comme le dit Thévoyer en son temps? Je vais vous dire une chose. On me parle des partis d'opposition qui sont à la salle bleue. On voulait parler de FCBE. Quand même, FCBE, il y a des dissidents. La déclaration du FCBE dit qu'il ne participe pas à cette mascarade, comme ils le disent. Mais quelques dissidents sont partis. Quels sont les 2 autres partis politiques d'opposition qui sont là-bas? Il y a une chose. FDBE, on sait ce que c'est. Comment on l'appelle? FDB. Il n'y a pas de FDB. Bon, non, il y a un autre dont M. a dit où... FCDB. Oui. Bon, c'est une partie d'opposition. C'est pas un parti d'opposition, ça. Du tout. Comment ça? Et il y a eu des biens de stage, machin là. Comment on l'appelle en présidentiel? C'est pas un parti d'opposition. Ce sont des partis obligés de la mouvance présidentielle. Vous voyez? Donc, on nous dit, pourquoi on n'a pas invité les autres partis d'opposition? On dira qu'ils ne sont pas en conformité avec leur certificat de conformité qu'ils ont inventé. Non. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous voyez? La malhonnêteté intellectuelle nous dérange en Afrique. On n'ose pas.
Vous savez, quand Obama a dit « Yes, we can », ça veut dire qu'ils peuvent. Mais en Afrique, on n'a pas ce courage. Chaque cadre veut faire son beurre. Ils veulent agir de manière à occuper une position favorable à ses intérêts propres et non au développement du pays. Alors, c'est pour ça que nous voyons tous ces... Et vous savez, un cadre, quand il veut tourner sa veste, il emploie un syllogisme que vous allez même constater que c'est contre sa propre conviction et sa propre conscience. Alors, au-delà de la configuration... du faux. Au-delà de la configuration, revenons aux travaux qui ont été effectués et donc les recommandations qui en sont issues. Quelle appréciation faites-vous? Vous savez, c'est très malin. Quand on fait une concertation pour établir un mémorandum d'entente, on y ajoute les points susceptibles d'être soulevés par le parti adverse pour dire qu'ils sont en train de régler le problème, alors que ce ne serait pas comme ça que les autres voudront que le problème soit réglé. Vous avez vu dans cette salle bleue, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que oui, 2020, 2021, 2026, vous voyez, c'est pour embrouiller. La chose est urgente. C'est quoi la chose qui est urgente? Mais la paix sociale. La mise en place d'institutions crédibles pour que tout le monde se sente béninois. Aujourd'hui, vous avez vu, c'est l'exclusion. Il y a une partie, on avance sans les autres. C'est nous tous qui allons faire le Bénin. Que les intellectuels réfléchissent un peu. Ils ont assez fait mal à l'Afrique. Très mal. Ils ne travaillent que pour leur propre intérêt. Je vois. Quelques-uns, ils ont été ministres, alors ils se gauchent, ils croient qu'ils sont déjà arrivés. Ou bien, c'est les positions par la politique qui leur permet de devenir quelqu'un et de croire qu'ils sont au-dessus des autres. C'est non. Il y a une chose, des cadres béninois, il faut qu'ils rechangent, qu'ils changent leur mentalité, qu'ils reviennent à ce que nous croyons. Nous croyons que le Bénin était différent des autres, mais aujourd'hui, nous croyons que nous sommes pareils aux autres. Alain Riou, ce procès fait justement à tous ceux-là qui ont pris part à cette grande rencontre supposée être plutôt un marché de dupes sur le dos du grand nombre. Vous, de votre position, comment vous l'appréciez? Je l'avais déjà commencé à le dire. Pour moi, ce n'était pas une rencontre de plus, ce n'est pas une rencontre inutile. Et je voudrais prier M. Badirou de bien recentrer le débat pour que nous fassions une émission digne de ce que vit le pays aujourd'hui. Moi, je ne suis pas seulement un cadre, je suis un intellectuel. Je fais la différence sémantique entre les deux. Mais ce n'est pas l'occasion. Je me refuse à être apprécié comme un cadre corrompu. Il ne l'a pas dit. Il a plutôt dit cadre corruptible. Nous sommes tous corruptibles. Mais tout le monde n'est pas corrompu. Et quand on parle d'Adiou Alain ici au Bénin, on sait qu'à l'occasion d'une certaine réforme majeure, Adiou Alain a traversé des vagues et que ça n'a pas été facile. Alors je voudrais que mon vis-à-vis tienne compte de ma présence pour améliorer le discours, pour le porter au niveau des attentes du peuple aujourd'hui. Mais je comprends également quelque chose. M. Badirou est resté cadre au niveau national et surtout au niveau international. Et je souhaite, malgré le temps qui avance, qu'il ait l'expérience de la gestion du pouvoir d'État, de la gestion de la chose macro, pour comprendre que certains points de vue peuvent être difficilement conciliables sans d'autres considérations. Je m'excuse de ne pas être plus précis que ça pour ne pas indisposer les téléspectateurs. Tout le monde n'est pas cadre corrompu. Et je partage bien des propos qu'il vient de tenir. La responsabilité des cadres en Afrique. Et qui me connaît sait que je n'ai pas la langue de bois. Pardon, je ne tiens pas la langue de bois. Le Bénin
pour ne parler que de celui-là, rencontre beaucoup de difficultés qu'il a décrites tout à l'heure. Et je veux simplement rappeler quelque chose que disait le général Mathieu Kérékou. Le Bénin a mal à ses enfants, comme on peut avoir mal à la tête. Donc, ce sont les ressources humaines béninoises, notamment les cadres, qui font souffrir le Bénin. Alors, lorsqu'on dit que ces cadres, une fois encore, pour ce qui s'est joué le 10, ont pactisé... J'en viens. Ok. La classe politique béninoise est très difficile. J'en ai fait l'expérience quand j'étais en charge de ce département ministériel. Généralement, dans tous les pays, la classe politique béninoise la classe politique en général, c'est une classe dans laquelle on voit de la méfiance. Et ça peut se traduire aussi, ça peut se décliner aussi en défiance. Dans le cas du Bénin, la méfiance est renforcée par la méchanceté. C'est donc, et je le partage avec M. Badirou, c'est la classe politique béninoise qui est lourdement responsable de ce que nous vivons, qui est lourdement responsable de la crise que nous connaissons. Mais je voudrais qu'on mette un petit bémol. Une réforme politique, comme d'autres réformes majeures dans un pays, les réformateurs vous le diront, une réforme politique, c'est une réforme extrêmement délicate, difficile à conduire. J'en ai fait l'expérience personnellement. Pendant de longs mois, j'ai conçu la réforme que vous connaissez, la réforme du système électoral dans notre pays, qui n'est pas très loin, n'est-ce pas? Donc, nous sommes en train de mettre en place des réformes politiques et c'est normal qu'il y ait des gens qui se sentent mal à l'aise. Alors, Alain Adirou, je vais vous faire une proposition. Vous savez, nous sommes sur un plateau où il est question de temps. Et ça, je sais que vous le savez. Une seconde. Et, s'il vous plaît, là, si nous ne faisons pas attention, nous allons nous éloigner du sujet. Et pour nos téléspectateurs, je voudrais vous demander, on va aller très rapidement sur l'essentiel. Oui. Mais je vais relever un point. Oui. Vous êtes d'accord qu'on va rapidement sur l'essentiel? Oui. Moi, c'était pour répondre à M. Badirou, pour remettre le compteur à zéro, pour que nous fassions ce que vous voulez. C'est de dire d'abord à M. Adirou que je ne me suis pas éloigné du contexte. Et on ne parle pas de lui, on parle en général. Autant qu'il est cadre et intellectuel, je le suis. Vous voyez? Donc... c'est pas un débat de personne. Quand on me dit qu'il faut que j'ai déjà une expérience du pouvoir d'État, je vois des gens qui vendent des cacahuètes, qui sont devenus ministres, ils ont géré le pouvoir d'État. Comment ils peuvent gérer plus que nous qui sommes armés pour gérer? C'est des préoccupations. Il y a une chose, je vais terminer. Oui. Ce qu'il a dit là, je ne l'accepte pas du tout. Parce que je vois les gens qu'on a mis ministres par exemple, il y a des gens qui n'ont aucune disposition pour l'être. Et sont ministres. Par conséquent, c'est des questions, croyez-moi, qu'on aura abordées. Qu'on ne revienne pas dessus. Je vous inviterai nous avons été tous étudiants. On s'est Rafiou Badirou, avec votre permission, je vous inviterai incessamment pour faire ce débat-là. Ben oui. Oui. Quel homme pour quel poste? La problématique de l'homme qu'il faut à la place idéale. On reviendra, chers invités, sur cette question. Alors, le Bénin traverse une période difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Que faire pour que ce qui hier est perçu comme le bien précieux du Bénin revienne? Le vivre ensemble, la cohésion nationale. Alors, le chef de l'État a jugé utile ce dialogue politique. Alain Adirou, je me retourne vers vous pour vous poser la question du regard de tous ceux-là qui pensent que ce qui a été fait récemment au niveau de la salle bleue du Palais des Congrès, c'est une forme d'exclusion bis. Que répondez-vous? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, quand bien même j'exprime ma compréhension. Beaucoup avaient souhaité, à raison, qu'à l'occasion de cette rencontre, des personnalités majeures du pays soient présentes. Par exemple, les anciens présidents de la République. Par exemple, une partie importante, assez représentative de la société civile. Ça n'a pas été le cas. Celui qui invite à faire un dialogue, quelle qu'en soit la nature,
montre également sa disposition quant à la forme du dialogue. Critiquer la forme d'un dialogue, c'est une critique, c'est un grief mineur. Le plus important, c'était que les parties en conflit se rencontrent. Donc, moi, je pars de ça. Vous avez l'impression, justement, que les parties en conflit... Ce n'est pas une impression, c'est ce qui s'est passé. Okay, ce n'est pas une impression, c'est ce qui s'est passé. Il fallait être dans la salle, le 10, toute la journée du 10, où nous avons travaillé jusqu'au-delà de 22h30, 23h. Il fallait être là pour constater combien c'était tendu, combien on s'épiait. On n'était pas certain de ce que les uns les autres vont dire et même vont faire. Alors qu'on se connaissait quasiment tous. Des amis du même camp d'hier se sont retrouvés mais dans deux camps opposés. Donc qu'est-ce que ça va donner? Le facilitateur était connu, le rapporteur également. Avait-il des instructions particulières cachées? On n'en savait rien. On marchait comme sur des œufs. Mais le travail a été fait. À un moment donné, de la journée du 10, presque la journée finissante, nous avons constaté l'ouverture des uns et des autres, la disponibilité des uns et des autres à ce que nous prenions en compte l'intérêt national. Le dialogue s'est donc passé dans une ambiance républicaine. Et c'était à l'honneur de ceux qui se sont retrouvés pour dialoguer. Et les autres jours qui ont suivi, ça a été dans une ambiance plus forte encore, quasiment amicale, conviviale, fraternelle, mais sans oublier les points les plus importants. On va les aborder tout à l'heure. Et dans le rapport, vous avez constaté que le présentateur, donc le rapporteur, a précisé les points d'accord, les points de consensus et les points qui ont rencontré et qui rencontrent peut-être encore des difficultés. Et je voudrais que, lorsque nous allons prendre la parole, que nous entrions dans le vif. Et c'est ce qu'on fera. Oui, Badirou, très rapidement. Je persiste et signe qu'il n'y a pas eu de dialogue. Les partis qui sont allés à la salle bleue de Kounou, ce sont les partis qui ont reçu le certificat, le fameux certificat de conformité. Les partis apparentés à la mouvance présidentielle, ce sont eux qui sont là-bas. Et les autres n'ont rien à dire. J'ai vu dimanche, là, M. Alain a dit où il était sur le plateau de l'ORTB. C'est les mêmes qui sont partis là-bas. Et les autres, ils ne sont pas des Béninois, ou bien leur parti n'existe plus. Non. Soyons conséquents. Quand on veut faire les choses, il faut les faire bien. J'aurais voulu que ce dialogue qu'ils ont dit, qu'il y ait vraiment dialogue et que le pays se retrouve. Je sais que nous, les Béninois, on finit par se retrouver. Mais cette fois-ci, c'est carabiné. C'est carabiné. C'est carabiné et nous ne sommes pas au bout de nos peines si ils ne font pas un réel dialogue. En tout cas, il y aura d'autres étapes après ce qui s'est joué les 10, 11, 12. Mais en attendant, nous allons rapidement aller au niveau des recommandations. Alain Aliou. Donc, j'inscris mon intervention sur le contenu de ce qui a été fait, non plus sur la forme. Non, voilà. Plus sur la forme. Nous avons récapitulé les recommandations en 5 points majeurs. Le premier, c'est le toilettage des textes. Ce qui avait créé des difficultés dans le pays, à l'occasion des dernières législatives, c'était des textes difficilement applicables. Il y a, par exemple, un article de l'un des deux. Les deux auxquels je me réfère, c'est la charte des partis politiques et le code électoral. Il y a une disposition qui dit que lorsque vous avez, en tant que parti politique, vous avez déposé votre candidature et que les listes sont au niveau de la Sénat, s'il y a des doublons, vous ne pouvez plus rien ajouter, rien retrancher, etc. Ça a frappé des partis politiques, notamment le parti dans lequel je suis. Okay? Ça a créé des frustrations énormes. Nous avons discuté, nous avons dit qu'il faut enlever ça. Il faut revenir à l'ancienne pratique. Si un militant d'un parti politique a créé des difficultés à la liste de ce parti, il faut que ce soit le militant qui soit pénalisé, qui soit puni. Et non le parti. Et non le parti. Autre point. Un autre point, c'est par exemple la disposition 242 du Code électoral, l'article 242, qui parle, entre autres, à son alinéa 4, du taux de 10% pour être éligible à la répartition, disons, des sièges de députés. Nous nous sommes expliqués. Nous avons essayé de comprendre. Personnellement, je n'étais pas de cet avis-là.
Mais les explications ont permis de comprendre. Nous avons dans notre pays l'habitude, enfin, depuis la conférence nationale, nous avons eu une pléthore de partis politiques. Et ce n'était pas à notre honneur. La réforme du système partisan ne veut pas réduire le nombre de partis politiques au Bénin. On peut avoir les 1000, les 500, 1000, tous les partis politiques que nous voulons. Mais puisque nous avons en perspective de financer les partis politiques, enfin, je dis nous, dans le pays, je veux dire, hein, de financer les partis politiques sur la base des ressources publiques disponibles, il ne faut pas qu'on s'amuse avec les ressources de l'État, parce que ce sont les contribuables qui mettent en place les ressources de l'État. Donc, ce n'est pas le nombre de partis politiques qu'il faut réduire, ce n'est pas ça qui est le plus important. Tous les partis politiques qui le veulent vont se créer, mais c'est le nombre de partis politiques à envergure nationale. Parce qu'il faut être d'envergure nationale pour pouvoir gouverner. Et le facteur, c'est désormais Et le facteur, 10%. c'est les 10%. Ok, c'est la compréhension qu'il faut en avoir C'est désormais. la compréhension qu'il faut en avoir. C'est les 10%. Nous avons retenu le principe d'accord parti. Après explication rude, il y a une petite virgule dans cet alinéa-là qui a fait que nous nous sommes dit, bon, le principe est acquis. Mais on va voir, est-ce qu'il faut l'appliquer, ces 10%, au plan national ou au plan d'une circonscription électorale? Mais on risque d'aller au plan national, parce que les députés ne sont pas représentants d'une circonscription électorale. Encore moins d'un parti politique. Il y a, au niveau du toilettage, beaucoup d'autres éléments. Par exemple, le montant des cautions. Le législateur n'a pas mis 249 millions de caution. Il n'y a pas d'article qui précise 249, ni 250 pour l'élection présidentielle. Mais le législateur a dit 2,5 milliards autorisés pour faire la campagne. Et celui qui a 2,5 milliards pour faire la campagne peut très bien mettre 10% de ça comme montant de caution, comme caution. Ça va être 250 millions. Même chose pour les députés. 30 millions autorisés pour faire la campagne, 10% de 30 millions, ça fait 3 millions. 3 millions multiplié par 83 députés candidats sur une liste, 3 millions multiplié par 83, ça fait 249 millions. Nous avons dit que c'est énorme, que c'est trop. Parce que l'argent ne peut pas être la référence. L'argent ne peut pas être la valeur cardinale qui va indiquer la qualité de ceux qui vont nous diriger. Donc nous avons dit qu'il faut réduire la capacité financière pour faire des campagnes. Par exemple, 1 milliard, 1,5 milliard. Mais prendre 10% pour le montant de la caution, c'est raisonnable. Donc, il y a ces avancées-là qui ont été faites, puisque le temps nous presse. Oui. Je pourrais aller un peu plus rapide. Il y aura rapidement sa réaction. La question du doublon évoquée, de recommandations faites, des clarifications autour de la fameuse question de 10%. Vous avez suivi un peu Alain Andio, lui qui était de la salle. Oui. Et puis, la question des cautions. C'est peut-être le doublon, d'accord, il faut pénaliser l'individu qui a fait le doublon. Pas le candidat qui a fait le doublon, c'est lui qu'il faut pénaliser, pas le parti. Je suis d'accord avec ça. Oui. Mais la question de caution, c'est de la bêtise. Vous savez, moi, je peux vous dire que je peux être président de la République ici sans dépenser un rond. Ça dépend de comment je mène ma campagne. Vous comprenez? Et les cadres qui veulent être candidats, combien ils gagnent? Évidemment, tous les cas, la plupart des cas vivent au-dessus de leurs moyens. Quand on veut voir ce qu'ils gagnent réellement comme salaire et qu'on voit ce qu'ils réalisent, on sait que tout le monde est dans le baba. Ça, il n'y a rien à faire. C'est pour ça peut-être qu'ils peuvent accepter qu'ils donnent 3 millions ici, 2 millions là. Non. Nous n'allons pas faire plus que les pays qui sont plus évolués que nous et qui ont plus d'argent que nous. Est-ce que ce qu'ils demandent là, pour qu'un parti présente des députés à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est raisonnable pour un pays pauvre comme le nôtre? Non. Il faut qu'ils réfléchissent. Ils ont basé tout sur l'argent. Donc, le cadre honnête, qui fait sa carrière honnêtement, qui n'a rien, ne peut rien être dans ce pays. Il n'y aura que les cadres corrompus qui ont tout amassé, qui vont toujours aller de l'avant. Non. Je dis non à cela. Donc c'est un point à revoir. À revoir, okay. Complètement. Oui. Allez, vous avez la parole, on poursuit. Nous avons déjà pris en considération ce que mon ami est en train de dire, puisqu'on a dit qu'il faut réduire la caution. Peut-être qu'on peut complètement annuler ou mettre ça, enfin, il faut réduire la caution. Donc nous sommes d'accord avec lui. Oui. Nous avons également, ça c'est le deuxième grand point d'acquis, le renforcement du système partisan. Il faut que ce soit les partis politiques qui animent vraiment la vie politique nationale.
Donc, tout candidat doit normalement provenir des partis politiques. C'est déjà le cas au niveau des élections locales, communales, municipales. Nous avons réaffirmé la chose. C'est déjà le cas au niveau des élections législatives. Ce n'est pas encore le cas au niveau de l'élection présidentielle. Mais nous avons réaffirmé le principe pour qu'il en soit tenu compte. Et qu'est-ce qui a été dit justement des formations politiques qui ont de tout temps manifesté la volonté d'être considérées comme formations politiques et qui, à cette heure-ci, à cette date-ci, ne le sont pas? Je vais répondre, si vous me permettez, à votre question un peu plus tard, pour avancer vraiment sur les acquis rapidement. Okay. Le troisième point d'acquis, c'est l'équité dans la répartition des femmes ou dans la répartition de la population au niveau géographique. Nous avons dit il n'y a pas suffisamment de femmes. Ça peut dire que d'affirmer ça, c'est connu. Donc nous nous sommes dit, il faut un certain pourcentage, un certain quota pour favoriser et des techniques, des facilités à accorder aux formations politiques pour qu'elles positionnent davantage de femmes, pour permettre à ce que la gente féminine de notre pays accède à l'exercice du pouvoir d'État. Nous avons également dit, pour finir sur ce point-là, le point de l'équité, il y a des circonscriptions électorales, des communes qui ont des populations très très importantes. Si on prend par exemple Calavi, juste un exemple, Calavi par rapport à Cotonou, Calavi ne fournit que 4 députés, alors que Cotonou en donne 9. Calavi est plus importante en population que Cotonou. Nous avons demandé de régler tout ça, de mettre de l'ordre dans tout ça. Ça va amener sûrement à revoir des dispositions de la Constitution qui ont fixé par exemple 83 députés. Donc il faut élargir le nombre de députés en accordant, en faisant un peu plus d'éthique et d'équité dans la répartition des sièges. C'est des principes qui ont été lourdement affirmés. Nous avons également, ça c'est le quatrième, le statut de l'opposition. Depuis 17 ans, il y a une loi. Depuis 10 ans, il y a un décret d'application. Mais ceci n'a pas été appliqué parce que c'est complètement caduc, inapplicable. Le moment viendra où les partis politiques vont se retrouver avec les décideurs, le Parlement, le gouvernement, pour relire complètement le statut de l'opposition pour en faire quelque chose de plus important dans notre pays. Oui, sur ce point... La représentativité des femmes dépend des femmes elles-mêmes. Si elles ne participent pas à la vie politique, vous voulez qu'on aille les chercher de force? Si elles ne militent pas dans des partis politiques, vous voulez qu'on aille les chercher? Et encore, ça dépend des maris. Vous savez, les Béninois, ils aiment mettre leurs femmes sous coude. Ils ne donnent pas tellement de liberté à leurs femmes. Si une femme dit qu'elle va en réunion politique, le mari peut lui dire: est-ce que tu m'as déjà préparé à manger? Vous voyez, il y a toute une mentalité. On ne peut positionner les femmes que selon leur représentativité dans le mouvement. S'il n'y en a pas assez, on ne va pas forcer le quota. S'il n'y a que 2 femmes dans mon parti, vous voulez que j'aille en acheter pour compléter le nombre d'eux qui est dans mon parti? Non. Il faudra encourager les femmes à s'intéresser plus à la chose publique pour qu'on puisse les positionner. Ça, c'est un fait. On peut mettre un quota, mais si on met le quota et que dans votre parti, il n'y a pas assez de femmes, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, Alain, bref, oui. Bref, vous voulez ajouter? Non, cette histoire de représentativité, je ne suis pas contre les femmes. Je suis vraiment pour la liberté totale des femmes. Qu'on aide les femmes à se battre et à aller conquérir le droit. Et que les hommes les aident aussi à mieux s'intéresser à la chose publique. Alors, je reviens sur ma question, parce qu'on m'informe que là, le temps est presque complètement parti. Oui. Pour ceux-là qui se sentent laissés sur le quai, ils voudraient bien continuer l'animation de la vie politique. Et comment le cas a été défendu? Ça ne leur est pas interdit. Je voudrais juste dire que nous étions 9 partis politiques invités, 8 ont répondu à l'invitation. Mais après le dialogue, j'ai appris avec bonheur qu'il y a un 10e parti politique qui a reçu son récépissé provisoire. Et que si les assises se tenaient cette semaine, peut-être jeudi, vendredi prochain, il aurait eu le temps de faire la dernière activité nécessaire, aller à Porto-Novo, le journal officiel, pour se faire délivrer son récépissé définitif. Pourquoi j'ai rappelé ça? C'est pour dire que personne n'a fermé la porte aux créateurs de partis politiques. Mais votre question était plus précise. Ceux que nous connaissons déjà comme partis, qui ont fait de l'animation, tout à fait, qui se retrouvent sans récépissé,
parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus normalement de certificat de conformité, sans récépissé. Oui. Personnellement, nous avons déploré la chose. Et dans le processus de renforcement du système partisan, nous avons émis l'idée qui a été acceptée par tous, que le ministère de l'Intérieur joue simplement un rôle administratif dans l'enregistrement des partis politiques. Et qu'une autre instance, une autre institution, soit une agence autonome, soit la Cour suprême, soit la Cour constitutionnelle, gère tout ce qui est au-delà de l'administration du parti. J'allais dire un peu le volet politique. Parce que nous avons tous constaté que le ministre actuel, dans la manière de gérer le pouvoir que lui a donné le code électoral et également lui a donné la charte des partis politiques, a fait que, dans cette gestion-là, le ministre, mais aussi le ministère, a fait que beaucoup de partis, enfin quelques partis sont en souffrance. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été invités à venir. Donc les choses, pour moi, les choses vont se corriger. Les choses vont se corriger. Oui, allez-y rapidement. Je crois qu'en l'état actuel des choses, quand bien même on déplacerait tout au ministère de l'Intérieur, ce serait du pareil au même. Vous préconisez? Vous voyez, il faut simplement simplifier la chose. En quoi faisant? Que les gens reviennent à la case départ sans toutes ces complications qui ont été créées pour qu'on voit clair dans le jeu politique. Parce que c'est comme le chat et la souris. En même temps qu'on finit le prétendu dialogue, on accorde déjà un récépissé à un autre parti. C'est bien avant de finir. C'est bien avant de finir. Quel est ce parti-là? Vous savez, lorsque quand il y avait élection ici, le deuxième a désisté, le troisième a désisté, le quatrième s'est présenté. Et lorsque, par exemple, on dit qu'il ne peut pas aller tout seul aux élections, on crée un parti qui va aller pour dire qu'un parti a accompagné celui-là. Non, il faut être très clair et très honnête dans le jeu politique pour qu'on sache là où on va. Parce que tout ce que vous faites là, ça n'honore pas le Bénin. Nous avons vu le Bénin, nous avons été très fiers du Bénin. Quand on parle du Bénin ailleurs, nous étions une référence. Le défi est justement aujourd'hui, de faire en sorte que les cadres béninois sont pareils. Je croyais que nous étions différents. Et chaque fois, je dis non. Au Bénin, c'est pas ça. Beaucoup de regrets. Mais aujourd'hui, beaucoup de regrets pour moi quand je constate que les cadres béninois. Allez, vous permettez, parce que bientôt les cadres béninois, on dira des intellectuels, même béninois. On a promis, les questions des cadres, on revient là-dessus. La question de couplage des élections aurait été aussi évoquée. Merci. Pour nos téléspectateurs, de façon précise, qu'est-ce qu'on retire? Merci. Je voulais dire deux choses dans celle-là. Les lois incriminées sont déjà des lois de la République. Et pour les corriger, il faut de nouvelles lois. Il faut corriger. Ce n'est pas les discours, les réclamations qui vont faire corriger. Au contraire, ce sont les discours, les réclamations, mais la disposition d'esprit à accompagner le processus de correction. Je n'en dis pas plus par rapport à ces lois-là qui nous ont été données par nos députés. Vous avez abordé une question importante qui a fait l'objet de grands débats en deux rubriques. Les élections générales. Compte tenu des dépenses que ça fait, 10 milliards, 20 milliards, etc., nous nous sommes entendus sur le principe d'avoir une année électorale et regrouper les élections. Les locales, municipales, communales et les législatives, par exemple, et séparer la présidentielle. Le principe a été retenu. Donc, quelle date? 2020? Non, le principe d'avoir des élections générales a été retenu. Maintenant, la toute première expérience va se faire quand? C'est laissé au bon soin va se faire quand? Oui. Et là, nous tombons dans le dernier point, les mesures d'apaisement. En dehors des mesures sociales, des mesures juridico-judiciaires, etc., je passe là-dessus, les prisonniers, ceux qui ont perdu leur liberté, l'ancien président de la République, des choses ont été dites. Nous avons mis en place... Mais de façon précise, 18 mesures. Vous avez dit que je n'ai pas le temps. Non, vous n'avez plus le temps. Oui, de façon précise. Voilà. Donc, il a été dit avec précision. J'allais dire, pour aller très vite, toutes les réclamations faites par les amis de la résistance sont sorties. Nous en avons débattu. Il y en a qui ont reçu le consensus. Il y en a qui n'ont pas recueilli le consensus et on les a notés sous forme de préoccupations particulières pour que les décideurs en tiennent compte. La question du retour des exilés? Par exemple.
Qu'est-ce qui a été dit? Par exemple, ça a été retenu, fortement souhaité. Qu'il n'y ait pas de poursuite, ou qu'il n'y ait plus, je ne sais pas s'il y en avait déjà, qu'il n'y ait plus de poursuite contre l'ancien président de la République, ça a été retenu. Ça a été retenu. Les prisonniers, est-ce qu'on peut les appeler prisonniers politiques? Ou bien ce sont des gens qui, à l'occasion des événements que nous avons douloureusement vécus, ont perdu leur liberté, qu'ils soient qualifiés de prisonniers politiques ou pas, sont des gens qui sont en souffrance. La question de leur libération. La question de leur libération a été... La séance de clôture a été une séance extrêmement émouvante. Extrêmement émouvante. Mais je n'ai pas fini. La première des mesures d'apaisement, c'était que nous fassions des élections assez rapidement, des élections générales assez rapidement. Et des propositions fortes ont été faites. 2020 ou 2021 ou alors 2026. Désormais, tout ceci est laissé à la bonne discrétion du chef de l'État. Allez rapidement, et ça va être en même temps. Pourquoi placer à la place des autres? Pourquoi les autres ne viendront pas exprimer leur point de vue sur la chose? C'est que c'est vous qui le dites à leur place. Vous savez quelles sont les solutions qu'ils vont apporter pour qu'on en débatte? Non. Ceci, c'est une mascarade. Tant que vous parlez au nom des autres, qui ne vous ont pas commandité à la chose, ça ne va pas. Il faut que les autres même s'expriment. En plus de ça, on parle des élections générales. Pourquoi pas la reprise des élections législatives qui posent problème? Il faut creuser l'abcès. Quand on veut avancer, il faut creuser l'abcès. Je crois qu'il y a encore un dialogue à faire. Ce n'est pas encore fait. Merci à vous pour votre mot de la fin. Oui, Alain Diouf, votre mot de la fin. J'avais voulu un débat de haute facture. Ne vous en faites pas, demain c'est un autre jour. Chers téléspectateurs, toutes nos excuses si entre-temps vous auriez voulu autre chose que ce que vous avez reçu, mais n'oubliez pas, la parole est libre, et ceci dit, on n'avait pas d'autre choix que de laisser nos invités s'extérioriser tels ils l'entendent. 100% Bénin, ce sera donc tout pour le numéro du jour. Désolé, c'est invités de ne pas pouvoir aller plus loin que ça. Alain Adiou, un autre jour, vous pourriez toujours passer sur le plateau, vous aussi. Rafi Oubadi, oui, vous avez beaucoup à dire, les téléspectateurs le savent aussi. Le mot de la fin pour moi. Oh oui, vous avez donné la parole. Mesdames, messieurs, ce sera tout. Chers réalisateurs, merci vraiment, aussi pour la complicité. Demain, c'est un autre jour, ne vous en faites pas. Ça va être toujours avec la même disponibilité pour aller au-devant. Sachez-le, la volonté y est de part et d'autre de sortir de cette crise qui n'honore point le Bénin, qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition. Maintenant, que faire pour pouvoir véritablement sortir de l'ornière? Les prochains jours nous aideront à apprécier. Tout compte fait, le chef d'État aura le mot qu'il faudra pour pouvoir accompagner, et il l'a dit, ceci se fera avec le gouvernement au grand complet. Demain, c'est un autre jour, comme je le disais, avec beaucoup de détermination et de disponibilité. Nous reviendrons sur ce plateau, vous servir ce qui s'impose. Merci pour l'attention et à demain pour notre plateau de 100% Bénin. Au revoir.